Bonjour Christophe, tu as répondu favorablement à mon invitation aujourd'hui et je suis très heureuse de te recevoir parce que je suis ta chaîne depuis très longtemps. Pour moi, c'est une bible en matière d'hypnose. C'est plus riche et plus complet que beaucoup de formations, bien qu'il n'y ait pas la partie pratique. Moi, j'ai été formée en hypnose ericksonienne et en hypnose directe, mais je n'avais jamais entendu parler d'hypnose hellmanienne, si ce n'est sur ta chaîne. Donc, toi, tu as présenté l'induction Hellman en détail, puisque dans ta chaîne, il y a beaucoup de vidéos pratiques sur les inductions. Tu as aussi présenté Hypnologie, le livre de Dave Hellman, qui, si je ne m'abuse, n'a jamais été traduit en français. Et tu as fait un début, en tout cas, de lecture commentée. Moi, j'aimerais que tu présentes un petit peu cette approche-là. Alors, pourquoi? Parce que je trouve ça original d'en parler et que je pense que c'est une induction, une approche qui a de l'avenir. J'aimerais que tu nous expliques en quoi ça va au-delà d'une simple induction aussi. Ouais, bien sûr. Donc, est-ce que je peux te présenter brièvement aux abonnés de ma chaîne avant, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne te connaissent pas. Les hypnos te connaissent, mais les gens qui sont de simples consommateurs de vidéos ne te connaissent pas. Donc, Christophe a une chaîne qui est très connue, qui s'appelle HNO, que je vous invite à aller voir si vous voulez voir la dimension technique et des approches un peu plus théoriques sur l'hypnose. Christophe fait des explications pédagogiques très riches, vastes, va voir des formateurs dans le monde entier, écrit des livres aussi. Tu es formateur. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Globalement, c'est ça. Je suis surtout praticien. Le truc le plus important, c'est que je pratique. Et mon boulot, c'est ça depuis pas mal d'années, même maintenant de décennies. Donc, je suis avant tout un praticien de technique et de thérapie basée sur la transe et particulièrement l'hypnose. Mais mon idée, pour moi, c'est vraiment l'exploitation des trans dans différentes formes, que ce soit... Ça peut aller de la psychanalyse jusqu'à d'autres formes un peu plus ésotériques. Mais c'est vraiment l'idée de base. Le plus important pour moi, c'est vraiment d'être considéré comme un praticien, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut mieux partager une connaissance, parce que sur le terrain, quotidiennement, on est avec des partenaires, on est avec des personnes qui ont des problématiques, et on est constamment en train de se creuser pour voir comment on pourrait... leur permettre d'avoir un petit levier dans leur quotidien pour se sentir mieux ou avancer sur leur démarche. Est-ce que tu veux bien faire une petite présentation de l'hypnose hellmanienne et commencer bien sûr. à évoquer le sujet du jour? Ouais, alors l'hypnose hellmanienne, c'est une hypnose qui n'est pas énormément développée en France, pour une raison toute simple. Hein, on a eu la chance d'avoir en France un regain de l'hypnose par le monde médical. Et à l'époque, comme à peu près tout, on a récupéré ça des États-Unis, alors qu'en France, on était quand même des initiateurs de l'hypnose. On sait que l'histoire première de l'hypnose s'est basée quand même en France, avec Franz Anton Mesmer, puis après toute l'école. Nous, on a eu la chance d'avoir deux grandes écoles, qui étaient l'école Attends, on a un petit souci de vidéo là. Oui, tu peux reprendre, on a eu un petit problème de connexion. Donc ouais, bon, pour faire simple, on a une histoire sur l'hypnose qui est très intense en France, et en plus d'avoir eu les initiateurs, on a eu après deux grands courants, celui donc de Paris et celui de Nancy, Charcot pour Paris et Bernheim pour Nancy. Et après, on a un petit peu perdu l'hypnose, bien que Janet était très présent et a développé quand même beaucoup de choses. Est revenue l'hypnose par le courant de Milton Erickson, parce qu'il était psychiatre, et que nous, par essence, en France, on aime bien avoir quelque chose qui est validé par un peu sérieux. Et effectivement, Erickson étant psychiatre, ça a légitimé ce type d'approche. La mouvance est revenue là-dedans, jusqu'à ce que Gaudin, de son côté, donc en début du XXe siècle, il y avait un autre hypno, que d'ailleurs Erickson n'appréciait pas forcément parce que justement il n'était pas médecin. Ça a été Dave Hellman. Alors Dave Hellman, c'était un homme qui, gamin, a découvert l'hypnose parce que son père était atteint du cancer, et qu'il a vu une fois son père
juste avant qu'il meure, s'apaiser de toutes ses douleurs parce qu'un des amis de son père était hypno et l'avait hypno-analgésié jusqu'à ce que, en réalité, il apaisé. D'ailleurs, Hellman explique que c'est la dernière fois qu'il a pu jouer avec son père avant qu'il ne parte, et il a eu l'impression que son père revivait complètement. Donc ça, c'est normal que lui, il ait une accroche forte avec l'hypnose, basée… Ça a ancré exactement, bien sûr. Donc c'était basé hypnosédation, aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire hypnoanalgésie, hypnoanesthésie, hypnosédation. En gros, tout ce monde qui pourrait être factuellement médical. Et il a fait plein de tests gamin, il a un peu arrêté, il est devenu homme de radio. Et un jour, pour la promotion de son émission de radio et la promotion de la radio, on lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose, un espèce d'épisode spécial. Et lui, il s'est dit, on pourrait reparler d'hypnose, c'est quelque chose de sympa. Il avait fait venir un gars de Seattle. Et à mesure qu'il parlait avec lui, il se disait, mais j'ai plus de connaissances que lui, voire même j'arrive à le driver. Parce que lui, au bout du compte, il avait commencé à 12 ans, il en avait pas une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Donc à ce moment-là, il avait quand même un background qui était assez présent. Et de là, il s'est permis, et c'est sa femme qui lui a vachement conseillé, de reprendre l'hypnose et d'en refaire davantage, de recevoir des gens. Et lui, sa spécificité, c'est qu'il a quand même beaucoup orienté vers la scène pour remontrer aux gens comment fonctionne l'hypnose. Faut bien prendre en compte que l'hypnose de scène, aujourd'hui, elle est vraiment ludique, mais elle fait partie intrinsèque de notre histoire hypnotique, dans le sens où on avait besoin de montrer aux gens le côté efficace de l'hypnose. Et donc, depuis Mesmer, qui lui, bien sûr, on sait qu'il mesmérisait des éléments, ça se faisait dans des foires, etc. On a cette culture de montrer ce que l'hypnose peut faire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la tendance hypnose de rue qui remplace un petit peu cette mouvance-là. Donc, en matière de promotion. Oui. Exactement. Et un jour, il fait une scène et il y a bien sûr des participants. Et à la fin, il y a un médecin qui vient le voir et qui lui dit, mais monsieur, est-ce que vous pourriez nous enseigner ce que vous venez de faire là ? Parce que moi, je suis médecin, je suis hypnotiste également. Et le collègue que vous avez eu là sur scène, nous, ça fait des mois et des mois qu'on tente de l'hypnotiser ou de lui faire des trucs. Il n'y a pas de retour. Donc, on aimerait comprendre votre méthode, comment vous faites, etc. etc. Hellman est quelqu'un qui avait plus ou moins… qui ne se sentait pas légitime par rapport à un enseignement vis-à-vis des autres. Puis, au bout d'un moment, pas mal de relances de différents médecins, il a commencé à donner des cours. Donc, sa spécificité à lui, c'est un non-médecin, homme de scène, homme de radio, passionné par l'hypnose, qui a commencé à enseigner à des médecins. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très spécial. C'est comme si aujourd'hui, moi, j'allais enseigner à des médecins, à des colloques de médecins, alors que je suis qu'un petit hypnotiste lambda. Donc, il a développé de manière très pointue une compétence spécifique qui lui a permis d'avoir une expertise. Exactement. Et donc une légitimité. Et donc une légitimité. C'est ça qui était intéressant. De là, il était pas influencé par plein d'autres styles de mouvance dans l'hypnose. Et donc, lui, il a développé sa façon de faire avec ce qu'il a observé, avec les choses qui, pour lui, fonctionnaient. Et c'est là où on peut dire qu'il a créé un style typique de lui qu'on pourrait nommer hellmanien. Alors, effectivement, le style hellmanien, c'est une hypnose qui est directe. C'est qu'il soutenait, il aidait des dentistes et des médecins et des infirmiers. Donc, pas le temps de faire… on n'est pas dans la notion de psychiatrie. Que Milton, lui, il avait cette notion-là. Et ce qui est logique, il a une notion en psychiatrie, puis il recevait dans un cadre de psychiatre. Donc, on n'est pas dans la même démarche que j'ai mal à la dent, il va falloir que j'hypnoanalgésie, la personne s'est blessée là, faut l'apaiser, etc. Donc, l'hypnose hellmanienne, vraiment, initialement, elle n'était pas vraiment basée psychothérapie. C'est-à-dire que celle d'Erickson est beaucoup plus basée psychothérapie que celle d'Hellman. Ce qui fait que, bien sûr qu'il n'y a pas d'induction qui dure 2 heures. Bien sûr que c'est pas… oui, il n'y a pas le temps. Tu as une fracture ouverte, tu n'as pas 2 heures, quoi. Exactement. D'où le fait que ce soit vraiment une hypnose directe, / directive. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de…
n'y a pas de notion négative dans la notion directive. Ça doit fonctionner le plus rapidement possible pour Oui, c'est une contrainte, quoi. Il y a une contrainte. Exactement. Donc, de là, c'est vrai que tu l'as souligné tout à l'heure, beaucoup de personnes limitent l'hypnose hellmanienne à l'induction Hellman, ce qui est complètement ouf. C'est comme dire, la misdirection qu'on pourrait avoir en hypnose indirecte, c'est tout le travail d'Erickson. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour autant, c'est vrai que son induction avait quelque chose d'intéressant à l'époque parce que ça donnait une induction rapide qui permettait d'avoir un niveau somnambulique, le niveau somnambulique permettant l'analgésie sur suggestion, ce qui était pour quasiment tout apprenti quelque chose d'extrêmement important. Se dire, j'ai appris une induction qui en 2-3 minutes permet à mon partenaire d'être dans un état qui va me permettre de lui faire une action sur sa dent, l'apaiser au niveau d'une douleur, éventuellement commencer à remettre un bras, à commencer à découper la chair, etc., sans que le mec jongle dans tous les sens. De là, il a aussi ramené au goût du jour l'état Esdel. Donc l'état Esdel, qui est un état qui a été développé par Esdel, donc un médecin écossais qui était en Inde, où on avait ce qu'aujourd'hui on appelle une transe profonde, et où on a pu commencer à faire des opérations importantes à cette période. Donc là, on était plutôt au 19e siècle, et où ça diminuait le nombre de morts parce que c'est un état dans lequel on est anesthésié et où les pressions sanguines, etc., diminuent. Donc, il y avait un taux de succès supérieur sans qu'il y ait trop de morts. Donc, Hellman, bien sûr, toujours dans sa démarche douleur médicale, apaisement, il a remis au goût du jour ce qu'il a appelé coma hypnotique, en tout cas ce qu'il a vendu comme coma hypnotique. Donc, il y a toute une démarche et une structure de pensée qui est quasi opposée à celle de l'hypnose ericksonienne. C'est là où on peut vraiment toujours sourire sur ça dans les sciences molles, comme tout ce qui est psycho, psychanalyse, hypnose, etc. Le chemin et les explications qu'on donne restent hyper variables. C'est pas de la science dure. Donc, l'hypnose ericksonienne va penser par exemple que l'inconscient est un élément infini avec toutes les capacités et les possibilités pour. En hypnose hellmanienne, on est plutôt en train de parler du subconscient plutôt de l'inconscient. Et le subconscient, on va dire, il fonctionne comme un enfant de 5 ans. Et donc, l'idée, c'est pas qu'il est capable de tout, mais qu'on peut lui apprendre énormément de choses et qu'on peut aller reprendre des ressources. Ce qui n'est pas du tout le même postulat. Dès lors, dans une hypnose plutôt hellmanienne, on va être direct et on va avoir une attention, une intention de réciprocité, parce qu'on veut qu'il y ait un retour direct de ce qu'on est en train de proposer à notre partenaire. On n'est pas en train d'amener notre partenaire à complètement se dissocier pour qu'il n'y ait plus rien du tout, et simplement lui donner des suggestions métaphoriques ou indirectes ou directes, d'ailleurs, en ericksonien il y a aussi, sans qu'il y ait de feedback. Là, on est constamment dans une dynamique de feedback. D'ailleurs, un des outils psychothérapeutiques majeurs de l'hypnose hellmanienne, c'est la régression. La régression à la cause, c'était un des cheminements de base. Donc, pour Hellman, dès qu'il partait, donc on peut bien prendre l'hypnose hellmanienne, principalement basée sur l'accompagnement douleur médicale, entre guillemets, de l'hypnose, et un sanitaire, côté en fait. Exactement. Sanitaire. De l'autre côté, on va avoir fait comme si, et régression à la cause pour aller travailler dessus et après modifier, recadrer les perceptions, les sensations, etc. C'est vraiment une démarche qui est spécifique, c'est une manière de fonctionner qui est spécifique. Et là encore, on n'est pas sur des sessions particulièrement longues ou autres, parce que naturellement, l'idée pour Hellman, et il avait toujours cette notion-là, c'est quand même d'aller assez vite. On va dire, pour moi, les deux meilleurs descendants qu'il a eu, c'était Gil Boyne et Jerry Kine, qui ont été deux grands hommes aux US, avaient beaucoup cette idée-là, et encore plus Boyne d'ailleurs que Kine, qui était, si la session, on peut la faire en 3 minutes, on la fait en 3 minutes. On ne va pas s'amuser à passer 10 heures pour passer 10 heures. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Par contre, si la personne doit revenir 4 fois… Sous prétexte qu'il ne faudrait pas être directif, en fait. C'est parce qu'ils vont contre le dogme de la non-directivité. C'est comme s'il y avait eu un tabou avant
de comment dire, la position haute et de la directivité. Et en fait, ce qu'amène cette approche-là, c'est le fait que non, à un moment donné, on arrive en position haute, on est directif, on gagne du temps. Et effectivement, au lieu de demander à la personne d'être complètement autonome et d'aller chercher les ressources en elle-même, on fait plutôt un deal 50-50. C'est ça. Le deal de départ est hyper important en hypnose hellmanienne. Il y a Cal Banyan qui a bossé et avec Boyne et avec Kine qui disait nous, on part dans une démarche où le partenaire est compliant, c'est-à-dire qu'il est en accord avec nous pour aller dans le sens qu'on lui propose. Autre chose, dans l'hypnose, effectivement, directive, on a une posture autre. Pas clairement, on est les thérapeutes, on est ceux qui connaissons. Alors, on a beau dire oui, mais l'ensemble des ressources se trouve dans notre partenaire. Oui, mais ça fait 20 ans que ces ressources, elles sont dedans. Ça fait 20 ans qu'il en a parfois même conscience. Et ça en a fait 20 ans qu'il n'est pas capable de les exploiter. Nous, on va lui donner un chemin. Tu as une voiture, tu ne sais pas où tu vas avec ta bagnole, ça n'a pas d'intérêt. J'ai envie d'aller à un point B, mais je sais que j'ai une voiture, elle fonctionne. Bah ok, nous, on va te donner le chemin. On fait le GPS. Et après, si tu me dis, ouais, mais je préfère tourner à gauche là, on tournera à gauche. Mais je vais te dire, ok, mais il y a ça et ça qui risque d'arriver. Donc, l'idée, c'est bien sûr bien plus, comme souvent je dis à mes apprenants ou à mes partenaires, je leur dis, à un moment ou à un autre, moi, j'ai un rôle en tant que praticien. Et mon rôle, c'est à un moment ou à un autre de déterminer telle ou telle chose. C'est, allez, là, on va là. Oui, mais voilà. Je n'ai pas le temps de dealer avec ce que tu penses à ce moment-là, parce que sinon, tu passes 107 ans sur des choses qui n'ont pas de sens. Autant il y a les step by step avec des éléments qui ne sont peut-être pas ceux que tu attends pour l'instant, mais au moins ça sera fait. Et puis, on va pouvoir aller construire un cheminement thérapeutique, un cheminement interne pour toi, mais avec des voies. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas si inconnu que ça dans le travail de beaucoup de développement personnel ou de développement interne. Il y a souvent un professeur, un maître qui dit non, là, tu restes sur ça, tu médites que sur ça, point. Et c'est ça. Je propose un chemin, je prends un feedback. Je propose un chemin, je prends un feedback. Éventuellement, je réajuste, mais je trace, quoi, et je cadre. Parce que c'est quand même, et c'est là où c'est une profession. C'est aussi pour ça qu'on étudie, c'est aussi pour ça que l'expérience est une des clés de notre boulot. Parce que, qu'on le veuille ou non, on adore dire les êtres humains, ils sont tous différents. Ça fait plus de 20 ans, on fait des accompagnements à des gens. Globalement, les humains, ils se ressemblent tous. C'est l'histoire qui change. Après, oui, on a envie, besoin, ça nous valorise cette idée qu'on est absolument unique, etc. Et bon, voilà, c'est le besoin d'unicité, quoi. Ça aurait pu utiliser ça, mais on est content de se dire qu'on est foutu comme les autres physiquement quand on a un problème de santé, qu'on a besoin d'aller se faire soigner chez le médecin, médicalement, physiquement, parce qu'on a, je sais pas quoi, une fracture ou du diabète ou peu importe. Et là, on est vraiment content d'être le plus conforme possible au standard et de se dire, ok, je suis un être humain comme les autres, donc je peux guérir en utilisant les mêmes traitements que les autres. Par contre, on voudrait que... c'est là où on voit qu'il y a un biais, quoi. On voudrait psychologiquement être tous parfaitement uniques et pas du tout qu'on ne pourrait pas être cartographiés, etc. Et non, en fait, il y a la plupart de nos ressorts sont les mêmes pour à peu près tout le monde et voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Bien sûr. D'ailleurs, tu prononces bien le mot. Ne serait-ce que les biais. Tout le monde a des biais. Tout le monde fonctionne par des biais et en fonction des biais que tu utilises, tu confirmes un type de pathos ou un type de choses que tu veux voir ou pas voir. Ne serait-ce que ça. Au bout du compte, nous, notre compétence en tant qu'accompagnant, c'est, comme je dis, l'étude, bien sûr, et l'expérience. Et au bout d'un moment, tu dis, ouais, bon, tous les humains, ils sont pareils. Et clairement, qu'importe l'histoire qu'il y a derrière, tu vois le pattern, c'est-à-dire le schéma qui est mis en œuvre pour répéter la pathologie. Structure, en fait. Exactement. Et après, tous les moteurs sont différents, mais si tu comprends à peu près comment fonctionnent des moteurs, tu peux à peu près te débrouiller avec tous les moteurs. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire on va aller là parce que là, il y a de fortes chances que ce soit un rapport, je sais pas, avec le rejet de papa ou maman. Globalement, là-dessus, tu vas voir, tu lui dis pas parce que nous, on reste quand même sur notre posture. Mais au bout d'un moment, il va dire mais c'est vrai, mais papa, il m'a fait ça, maman, il m'a fait ça, super. Et puis, rien de nouveau dans l'histoire. Ah, mais je m'en serais jamais douté. Oui, d'accord. Mais c'est la différence entre quelqu'un dont c'est le boulot et quelqu'un qui a lu de bouquins de psycho. Tu vois, c'est un peu différent. C'est l'expérience qui a du sens. Donc,
Voilà, globalement, il faut voir l'Hellmanien côté médical, l'Hellmanien côté psychothérapie et des façons de faire directes avec une idée d'aller. Alors, il n'y a pas une notion de faut que ça aille vite, hein, c'est pas du tout cette idée-là. Mais on ne va pas faire durer. Par exemple, moi j'ai des sessions qui peuvent durer 10 minutes et j'ai des sessions qui durent 45 minutes, comme toute séance d'accompagnement ou d'hypnose normale. Donc là-dessus, c'est pas mieux ou moins bien non plus. C'est pas une guerre de c'est mieux ou moins bien. Il y a Kappa, qui est un gars un peu à part dans l'hypnose, qui lui, par exemple, avait déterminé qu'il n'était pas pareil si la personne était physique ou trop émotionnelle. Il faisait 2 types d'hypnose. Il disait les émotionnels, il faut plutôt de l'indirect. Les physiques, il faut plutôt du directif. Basta. Et je trouve que c'est une manière de concevoir les choses qui peut être intéressante. Quand on dit, quelle hypnose je peux choisir, peut-être si tu es plus émotionnel, tu vas aimer le cadre réconfortant d'un côté indirect. Quand tu es plus physique, mental, il y a peut-être des moments où tu veux casser des schémas et un côté un peu plus incisif te conviendrait mieux. Mais là, c'est à voir et à déterminer avec tout à chacun. Et bien sûr, le rapport avec le thérapeute, le praticien, c'est ce qui est le plus important.